Monsieur Grande et la joie pour nous de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette émission spéciale. Nous recevons dans le cadre de l'émission Opinion pour ce dimanche le professeur Daniel Franck Idiata Mayombo qui lui a eu la charge de conduire la présidence de la commission spéciale chargée de l'accueil de l'encadrement des observateurs de l'élection législative du 17 décembre 2011. De quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, nous allons effectivement parler de ces élections, crédibilité. Quel est le point de vue des observateurs? Lui qui a eu la charge de conduire cette commission, il ne manquera pas de nous éclairer sur la question. Merci surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission et merci surtout pour votre fidélité au programme de TVS. Bonsoir à toutes et à tous une fois de plus. Professeur Daniel Franck Idiata, bonsoir. Bonsoir. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, je vous avais fait la promesse parce que TVS a joué un grand rôle dans la couverture des activités de la commission que j'avais l'honneur de diriger. Donc je vous avais dit que je viendrais. Donc voilà, j'ai tenu parole. Je suis là, mais je voudrais quand même préciser une chose. Oui, allons-y. C'est que je ne viens pas ici en tant que président de la commission spéciale chargée de l'accueil et l'encadrement des observateurs. Oui. Autrement, j'aurais dû préalablement avoir l'autorisation du ministre de l'Intérieur. À partir du moment où j'ai rendu mon rapport, je ne peux pas parler au nom de la commission. Je viens donc ici en tant qu'universitaire. Évidemment, l'universitaire qui a dirigé la commission, donc je pourrais de temps en temps en parler. Mais franchement, en tant qu'universitaire. C'est un plaisir pour nos téléspectateurs ce soir de savoir que c'est lui qui a été témoin, qui a représenté le peuple, enfin témoin oculaire de ces élections-là et sur ce plateau et qui va éclairer les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Nous n'allons pas parler de la commission spéciale chargée de l'accueil, mais nombreux sont ceux-là qui nous regardent au quartier, voudraient quand même savoir si ce n'est pas de ça, mais c'est une idée quand même. C'est quoi la commission spéciale chargée de l'accueil et l'encadrement des observateurs? Bon, écoutez, il faut d'abord dire que le système électoral gabonais permet justement l'observation de l'élection. L'observation de l'élection est un élément nécessaire et même, j'ai envie de dire, indispensable pour apporter à la crédibilité donc, de tout scrutin. Alors, il faut savoir que dans la loi électorale gabonaise, seule l'observation internationale est sous-tendue par un décret. Il n'y a pas, ou il n'y avait pas jusqu'à ce jour, de texte spécifique pour encadrer l'observation par les observateurs nationaux. En fait, si vous voulez tout savoir, le principe c'est que il y a une commission qui est mise en place. Cette commission va encadrer. D'abord, il faut accueillir les observateurs et les amener à intégrer le processus d'accréditation. Le processus d'accréditation se fait de deux manières. Soit il s'agit d'une mission internationale, et bien cette mission va adresser une correspondance au ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères va transmettre le dossier au ministère de l'Intérieur, qui a en charge l'élection. Soit, dans le cadre de la dernière consultation, il s'agit d'une mission nationale. À ce moment-là, cette mission adresse directement la demande au ministère de l'Intérieur pour être accrédité. Dans les deux cas, il faut nécessairement que la structure, qui peut être une association banale ou une ONG internationale, une grosse machine, voire un État, voire même des individus, parce que ça c'est possible, eh ben, il faut avoir une crédibilité, c'est-à-dire être reconnu, avoir des textes, par exemple au niveau national, l'association doit avoir été enregistrée au ministère de l'Intérieur, d'accord, et avoir dans son champ de compétences l'observation des élections. Au niveau international, c'est pareil. Il faut que la structure ait cette crédibilité pour pouvoir observer une élection. Alors, voilà. Dans ces conditions, qui choisit ces observateurs? Est-ce que c'est l'État gabonais ou bien ce sont les observateurs qui font, ou bien les associations qui font une demande par rapport à l'événement en cours? Ben, je vous dis, c'est un appel d'offres. À partir du moment où l'État, où la loi gabonaise, la loi électorale permet l'observation, dès lors qu'on sait que l'élection est enclenchée, l'État, par le biais des deux ministères dont je vous ai parlé tout à l'heure, reçoit des demandes d'accréditation. Et donc le rôle de la commission, c'est d'étudier ces dossiers. Pour l'élection dont nous parlons, par exemple, nous avons passé au crible toutes les demandes. Mais je vous assure, ils ont passé un sale quart d'heure. Vous avez dû filmer quelques-uns de ces moments-là où nous avons audité
auditionné chaque responsable de cette association et tous les membres, même les Américains, pour tout vous dire, parce que l'État américain avait sollicité une accréditation, et bien chacun des membres, c'était des ambassadeurs. Chacun est passé. Le principe est d'abord de nous assurer que cette organisation est sérieuse, que cette organisation va faire un travail objectif, transparent, que cette organisation n'a pas déjà un point de vue sur le Gabon, un point de vue favorable ou défavorable, un point de vue sur ses dirigeants. En fait, l'observation doit être totalement neutre, totalement impartiale. Donc, lorsque nous avons cette garantie, eh ben, nous proposons au ministre de l'Intérieur des outils d'aide à la décision, un avis technique à partir duquel le ministre va accréditer ou non selon les critères que vous imaginez bien aussi. Alors, aujourd'hui, au sortir de cette élection qui a été validée, et quoi qu'on le dise, quelle appréciation faites-vous de ces élections? Bon, en tant que Gabonais, pour moi, c'était une bonne élection. Je vous dis, c'était une formidable expérience. C'était une bonne élection qui a montré que le système démocratique gabonais est vraiment intéressant, il est viable, il est performant. Pourquoi? En tant qu'universitaire, vous vous en doutez bien, je voyage beaucoup. De par ma profession de professeur titulaire des universités, de par mes fonctions de commissaire général du CNRS, je voyage beaucoup. Donc il m'a été amené de voir un peu ce qui se passe ailleurs, en Afrique et même en Europe ou en Amérique, en ce qui concerne les élections, en ce qui concerne la vie démocratique. Donc, ce qu'on a vu ici, vous avez vu, il y a un groupe de partis, un groupe d'ONG même, qui ont prôné le boycott. Ces gens-là sont allés partout, tout à fait librement. Ça, c'est des choses qui ne se voient absolument pas partout. Parce que ça aussi, il faut le dire. Donc, vous voyez que notre système démocratique est vraiment viable en ce qu'il y a cette liberté d'opinion, en ce qu'il y a cette liberté de faire la campagne, chacun avec ses thèmes. Et c'est ça qui m'a vraiment plu. Et au final, je dois vous dire que j'ai été plutôt satisfait. Je l'ai été d'autant plus qu'en tant que président de cette commission, les organisations qui ont observé ont travaillé vraiment en toute transparence, en toute objectivité. Je vous dis, il y en avait qui avaient des caméras cachées. Donc, on a des choses fantastiques et fabuleuses. Oui, nous allons certainement en venir. Mais qu'est-ce qui vous permet, si on peut parler en termes de critères, de dire que cette élection est une élection fiable et valable? Est-ce qu'il y a quelques éléments, quelques critères qui vous permettent? Bon, le premier support pour dire que l'élection est valable ou pas, c'est d'abord la loi, la législation gabonaise. Est-ce que l'élection a été conforme à la loi électorale gabonaise? Oui. Est-ce que l'élection a été conforme à la constitution gabonaise? Oui. Est-ce que l'élection a été conforme aux principes démocratiques? Oui. Regardez, cher ami, le système électoral gabonais est vraiment bien fait. Il n'est pas parfait, évidemment, mais qu'est-ce qui peut être parfait? Et je voudrais, puisque vous me donnez cette opportunité, pouvoir remercier et féliciter d'ailleurs tous les acteurs depuis 1990 jusqu'à maintenant. Certains aujourd'hui sont dans l'opposition, certains ont assumé de hautes fonctions, Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ces gens-là ont organisé ces élections-là. Donc je veux dire que tous les cabinets ministériels dans notre pays ont contribué à améliorer notre système électoral. Et ces gens-là ont fait un bon boulot. Donc vous voyez bien que l'élection est crédible, elle est juste parce qu'elle a respecté la loi, je vous ai dit, et qu'elle a respecté les principes qui ont été établis pendant ces 20 ans, ou si vous voulez, 20 ans ou 21 dernières années. Donc voilà, je pense que les règles du jeu étaient claires, et je pense que tout le monde a joué dans un contexte tout à fait parfait, où les choses étaient claires dès le départ. Ceux qui ont voulu partir à l'élection sont allés sur des bases légales claires, et ceux qui ont boycotté ou voulu boycotter l'ont fait aussi en respectant les mêmes bases légales. Est-ce que l'absence de la biométrie n'a pas faussé les données électorales, vous en tant qu'observateur? Bon, d'abord ce sujet me gêne. Là, je réagis en tant qu'universitaire parce que je trouve le débat vraiment absurde. Quand je dis ça, quand je dis ça, j'ai mal au cœur. Parce que l'un des principaux animateurs de cette idée, c'était le président Pierre Mamboundou. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'est une grande figure de la vie politique gabonaise. Je crois que les gens ont galvaudé son idée. Quel est le problème? Le problème, c'est que le président Mamboundou souhaitait, pour avoir une liste électorale véritablement fiable, il faut une liste électorale biométrique. Grâce à cette liste,
il n'y aura pas de doublon. D'accord? Mais l'élection a été organisée en respectant la législation gabonaise. Oui. La biométrie ne faisait pas partie de cette législation. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai du mal à comprendre ce débat. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Bon, je pense que les téléspectateurs peuvent comprendre mon ignorance sur cette question-là. Je ne comprends pas très bien pourquoi on va dire il faut que l'élection soit biométrique, sinon on n'y va pas. Mais, cher ami, en 2011, il y a eu des élections partout dans le monde. En 2012, il y en aura. Est-ce que le fait de la biométrie était une condition sine qua non? Je veux dire non. Pour moi, si les acteurs politiques, parce que c'est d'abord eux que ça regarde, oui, hein, sont d'avis qu'il faut renforcer notre système électoral grâce à la biométrie, je crois qu'il faut prendre le temps. Hein, et je pense que cette nouvelle législature va, j'espère, avant 2016, avant la prochaine consultation pour les présidentielles, va certainement régler ce problème. Mais pour moi, si j'avais été un acteur politique, ce que je ne suis pas, si j'avais été un acteur politique, je serais parti à l'élection. Regardez, même en France, vous avez lors d'une consultation, même le Parti communiste se présente. Même des petits partis qui n'ont absolument aucune chance se présentent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent exister sur l'échiquier politique. Et donc, pour moi, s'abstenir, ça n'est pas une bonne idée. Est-ce que je ne sais pas si vous avez eu bon vent ou bien vous avez eu écho de cette information selon laquelle plusieurs votants se sont présentés dans plusieurs bureaux de vote à la fois. Ils votent à la première circonscription d'Awindje, beaucoup plus tard ils se retrouvent à la deuxième circonscription. Est-ce que vous, en tant qu'observateur, vous avez enregistré ce genre de cas? Bah, vous parlez des choses que je maîtrise parfaitement parce que j'ai le dossier, hein, j'ai le rapport, oui, hein, le rapport d'observation. Et si vous avez bien suivi la synthèse que nous avons présentée, la synthèse a fait état de tous les dysfonctionnements possibles qui ont été relevés par les observateurs, tous les manquements, bien entendu, il y en avait. Mais vous avez aussi dû comprendre que malgré ces manquements, qui n'ont pas finalement porté sur la totalité des bureaux, hein, il y a des bureaux qui ont posé problème, c'est sûr. Mais de façon générale, 90% des bureaux ont fait un travail juste, on fait un travail équitable et on fait un travail, j'ai envie de dire, normal au regard de la législation gabonaise sur la base de cette élection. Donc, bien sûr, il y a des gens qui sont allés ici ou là, il y a certains qui avaient leur nom dans 2 listes différentes, mais bon, ça, c'était absolument marginal. Je crois que le grand problème... Est-ce que cela ne constitue pas... Enfin, je ne sais pas s'il faut appeler ça entrave pour une élection qui se veut être crédible. Bon, vous ne trouvez pas que c'est... Cher ami, vous savez que lorsqu'on parle de démocratie, il y a des grands pays au monde, hein, qui font office, j'ai envie de dire, d'autorité. Vous connaissez les États-Unis d'Amérique? Vous vous souvenez du débat électoral entre Bush et Al Gore? Qu'est-ce qui s'est passé dans le plus grand pays du monde, dans l'une des plus grandes démocraties? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour vous dire que la perfection n'est pas de ce monde. Vous voyez bien, les gens qu'on envoie dans les bureaux, évidemment, je ne suis pas le président de la Sénap, mais il se trouve que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je trouve qu'il fait un excellent boulot. Il m'a fait l'honneur de me recevoir avec mon équipe et nous avons vu un peu ce qu'il fait, donc je peux en parler un tout petit peu, le peu que je connaisse. Or, que dans les bureaux, tous les scrutateurs ne soient pas formés au même niveau, d'accord. Que tous n'aient pas été excellents, d'accord. Mais ça aussi, c'est la responsabilité des candidats et des partis politiques qui désignent des gens, parfois la veille, hein, des gens qui n'ont pas toujours le niveau requis. Moi-même, j'ai été témoin en Toum, dans un bureau où il y avait le représentant d'un candidat, mais un gamin qui avait à peine 16 ans. C'est-à-dire, vraiment, j'ai trouvé cela assez choquant. Comment se fait le choix de ces représentants-là, des différents... Ouh là là, vous me posez là une question qui ne m'intéresse pas. Et je pense que je peux, si vous le voulez bien, négocier avec M. Aboguela. Je pense qu'il sera très heureux de venir à cette émission et il pourra répondre à cette question. D'abord, je ne le sais pas, et puis ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est cette manière de faire qui fait en sorte que de temps à autre, la population ou le peuple remette en cause les résultats des élections, quand bien même les observateurs disent que ça s'est bien passé? Bon, la question que vous posez est centrale. Vous savez, les observateurs, on a écouté hein, dans le monde, même en Europe, il y a une phrase magique. En dépit de quelques manquements, le scrutin est. Voilà, donc les gens sont vexés d'entendre ce genre de choses et pensent même que ça a déjà été écrit avant.
Mais dans le cas du Gabon, si le ministre de l'Intérieur est d'accord, mais vous devez formuler la demande, je peux vous remettre le rapport. Vous allez voir que le travail a été un travail de fourmi, un travail véritablement soutenu. Je vous dis, avec des caméras cachées, avec des micros, avec des photos. Et ces gens-là sont allés partout. Partout où c'était accessible. Par exemple, j'aurais aimé qu'ils aillent à Mimongo. C'est mon fief, si vous voulez, en tant que citoyen du coin. J'aurais aimé vraiment que ces gens-là aillent à Mimongo. Mais ils m'ont dit, écoutez, nous, on ne peut pas aller là-bas. C'est quand même difficile. Mais de façon globale, 90% de la superficie électorale de notre pays a été couverte. Donc, de ce point de vue, comme je vous ai dit, l'élection n'était pas parfaite dans ce sens que tout a été à la perfection dans tous les bureaux. Mais c'est normal qu'il y ait de temps en temps de problèmes. Mais ces problèmes ont été relevés, y compris par les acteurs politiques eux-mêmes. La preuve, c'est que certains d'entre eux ont adressé à la Cour constitutionnelle des recours. Mais vous voyez bien que tout le monde a observé qu'il y a eu quelques dysfonctionnements. Parfois même plus grave, hein, dans certains cas, par exemple à l'école Martine Oulabou, où on a vu des militaires quasiment massivement en tenue, en train de voter. Mais vous voyez bien que ça, c'était un cas. Sur combien de cas? Donc, ça n'est pas parce que à l'école Martine Oulabou, il y a eu ce problème-là, qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que le bébé, il est très beau, et parce que l'eau du bain était aussi transparente de mon point de vue. Donc, les problèmes, il y en avait. Je parle de ceux que je connais au regard des rapports qui m'ont été faits. S'il y a d'autres problèmes auxquels nous n'avons pas été, si vous voulez, informés par le biais des missions d'observation, je n'étais pas observateur. Hein. Tout ce que je peux dire repose sur les missions d'observation. Ce sont elles qui sont allées sur le terrain et qui ont fait ce travail. Juste pour vous dire. Allons-y. Pour vous dire que ce rapport de mission d'observation est absolument crédible. Nous l'avons envoyé à la France. Nous l'avons envoyé aux États-Unis d'Amérique. Nous avons depuis quasiment une dizaine de jours, nous sommes assiégés à la fois par la majorité, des gens de la majorité, et par les gens de l'opposition qui m'appellent pour demander ce rapport. Parce que tout le monde a trouvé que le rapport était vraiment bien fait. Oui. Mais même, moi je suis pédégiste, hein, mais pourtant j'ai travaillé de manière tout à fait neutre. Mais il y a même dans mon parti des gens qui essaient de me taper dessus en disant « Mais comment tu as pu dire tout ça ?» Je leur ai dit « Mais écoutez, le chef de l'État, le premier ministre chef du gouvernement ont voulu que le travail soit bien fait. Donc, on dit ce qui s'est fait, on dit la vérité au peuple gabonais parce que c'est ce que le président de la République a voulu et c'est ce que le Premier ministre a voulu. À Bikele, pour vous dire, le Premier ministre était candidat à Bikele. Vous savez combien d'observateurs on a envoyé à Bikele? Près d'une quarantaine. Donc tout a été scruté. Parce que le Premier ministre a dit, je veux montrer patte blanche, je veux montrer le parfait exemple. Donc, quand même, il faut que les gens comprennent que tous les Gabonais ne voteront jamais. Hein. Nous sommes combien de millions, nous sommes combien de centaines de milliers dans notre liste électorale. Oui. Tout le monde n'ira jamais voter parce que le système, la loi gabonaise n'oblige pas les gens à aller voter. Donc il y en a qui vont voter, il y en a qui n'iront pas voter. Il y aura toujours quelques problèmes ici et là, mais de façon globale, je pense que notre élection est bonne et je crois qu'il faut s'en féliciter. Ok, nous allons en parler tout à l'heure, mais repartons d'abord du côté de la régie. Mesdames, Messieurs, nous vous proposons d'écouter et de regarder ceci. Et dans le cadre de l'émission Opinion, c'est une surprise pour ce soir. Suivant. Après de nombreuses séances de travail, le président de la commission spéciale de l'accueil et de l'encadrement des observateurs, accompagné des membres de la dite commission, ont été reçus ce jour par le patron de la commission électorale nationale autonome et permanente, René Abogo-Ela. Il était question pour Daniel Franck Idiata de présenter le rapport du travail et la liste des missions aux accrédités pour observer les futures législatives prévues le 17 décembre prochain au patron de la Sénap. Une sélection qui a été régie sur plusieurs critères. Ces missions d'observation ont été auditionnées sur leur capacité à pouvoir observer une élection. La capacité repose sur l'existence légale d'une structure. S'il s'agit d'une association nationale, elle doit être reconnue dans son pays. S'il s'agit d'une ONG, elle doit être enregistrée, reconnue et avoir la compétence pour observer des élections. Ensuite, nous avons observé les capacités matérielles et financières. Comme vous le savez, l'État gabonais ne rémunère pas l'observation électorale. Donc, il nous fallait nous assurer que ces missions-là ont des capacités. Ensuite,
nous nous sommes penchés sur la question d'éthique. Il nous fallait nous assurer que les membres, que chacun des membres de chaque délégation était suffisamment honnête, suffisamment compétent pour pouvoir faire un travail libre, objectif et indépendant. Tout en félicitant le président de cette commission spéciale d'accueil et de l'encadrement, le numéro 1 de la CENAP n'est pas resté muet. Je suis très honoré de la confiance que votre commission place dans la nôtre, qui est en charge de l'organisation d'élections. Et je voudrais prier Monsieur le Président, ainsi que l'ensemble des membres de la commission, de dire au gouvernement toute la disponibilité de notre commission à accompagner votre institution dans la mission qui lui est confiée. Pour clore ces moments, les deux présidents ont procédé à la présentation de leurs collaborateurs. Et par la suite, Daniel Franck Idiata a remis officiellement les tests qui ont été conçus lors des différents travaux de la commission. C'est donc par une photo de famille qu'a pris fin cette rencontre. Voilà, vous venez de suivre ce reportage de Priscille Bombé pour le compte de la rédaction de TVS que nous avons bien voulu insérer dans le cadre de cette émission Opinion pour bien illustrer les propos du professeur Daniel Franck Idiata Mayombo qui est avec nous ce soir sur ce plateau. Alors, Excellence, nous allons poursuivre notre entretien. Vous venez de revivre ce que vous avez dit autrefois à la Cité de la démocratie. C'est toujours bien de revenir sur ces propos. Mais, et pourtant, le rapport, il est clair. L'élection est, comme qui dirait, propre. Mais d'où vient le fait que les Gabonais, enfin certains Gabonais, boudent jusqu'à ce jour cette élection en disant que c'était une véritable mascarade de la part du PDG? Vous me posez une question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Mais parce que moi, j'ai pas, vous dites bien, certains Gabonais. Je n'ai pas cette posture. Donc, moi, je pense, comme beaucoup de Gabonais aussi, que l'élection s'est bien passée. Le problème est ailleurs. Je crois qu'il faut en parler objectivement. Le problème, c'est l'abstention. Ça, c'est un problème important. Oui. Et que les Gabonais posent le problème de la légitimité, de la représentativité de certains députés. D'accord, bien sûr, si vous êtes élu par 15% des gens de votre circonscription, ça veut dire qu'il y a 85% qui ne sont pas avec vous. Oui. Mais partout, ça n'était pas 15%. Je vous dis, j'ai vu Bikele, Mouila, ça a été l'effervescence. Donc, il y a des régions où on a enregistré des pics à l'intérieur du pays. Libreville n'est pas le bon exemple, évidemment. Et la moyenne nationale, telle que publiée par les pouvoirs publics, c'est 34% de participation. Ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que depuis 1996, aucune élection législative, aucune élection locale n'a vraiment drainé des foules. Oui. Je suis d'accord avec vous, on peut en débattre, c'est un problème. C'est un problème parce que, malheureusement, il y a une défiance depuis cette époque-là. Hein, il y a comme une défiance de la population vis-à-vis des acteurs politiques. Et ça, c'est quand même un problème. Les acteurs politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, ou même de la société civile, parce qu'on a découvert qu'il y a finalement des gens de la société civile qui sont aussi des acteurs politiques, c'est une aberration, bien entendu. Donc, je veux dire, oui. En 1990, les gens étaient enthousiasmés. Vous avez parlé de débat politique, qui offrait vraiment des alternatives. Le débat était intéressant. Mais, malheureusement, à partir de 1994, vous avez les accords de Paris. Les gens ils se sont retrouvés à Paris pour s'entendre, pour partager le fromage. Hein, voilà, toi tu prends ça, toi tu prends ceci. Tout cela au détriment de la population. Ça, il faut le dire. Donc, si les gens se disent, mais notre vie ne change pas, finalement, on a eu des gens qui sont venus nous promettre terre et ciel en 96, en 2001, etc., etc. Notre vie ne change pas. Je peux vous parler des gens de chez moi, à Mimongo ou à Mbigou. Je suis de Mbigou et de Mimongo. Allez voir nos villages. Les choses n'ont pas changé. Et pourtant, on est allé promettre à ces gens-là terre et ciel pour chacune des consultations électorales en ce qui concerne l'élection des députés. Un député, ça n'est pas fait pour construire des routes. Un député, ça n'est pas fait pour construire des écoles. Oui.
des ponts. Et pourtant, ces gens-là vont promettre monts et merveilles aux gens. Et puis 5 ans plus tard, il n'y a rien. Donc, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là... qu'aujourd'hui, le peuple gabonais est devenu mûr, trouve que, bon, c'est finalement un fiasco. Nul ne sait d'aller aux élections parce que ces gens-là, ils nous trompent. Et voilà, est-ce que c'est ça qui explique le taux d'abstention pour l'élection législative de 2011, de décembre 2011? Si vous comparez avec l'élection présidentielle anticipée de 2009, vous avez bien vu l'effervescence au niveau national. D'accord? Parce que le débat était intéressant, parce que l'enjeu était extraordinaire. Il fallait élire le président. Et en comparant avec ce qui vient de se passer, évidemment... Si les partis politiques n'arrivent plus à drainer les masses, la grande masse populaire, si chacun des candidats individuellement n'arrive pas à drainer 100% des électeurs, encore que ça c'est quand même un mythe, hein, ça ce n'est pas possible, eh bien, de mon point de vue, là je parle en tant qu'universitaire, cela ne peut s'expliquer que par cette défiance vis-à-vis des acteurs politiques, parfois par cette lassitude, parce que voyez-vous, si on vous a promis monts et merveilles, hein, vous voyez, avant l'élection, on vient vous distribuer des dindons, on vient vous distribuer des sacs de riz, voilà, des bidons d'huile, d'accord. Et puis l'élection arrive, parfois on vous donne 10 000 balles, ou 5 000, ou 20 000, bon allez, c'est selon. Une fois le monsieur élu, député, il disparaît. Il va revenir 5 ans plus tard, vous expliquer qu'il a fait voter telle loi, ainsi de suite, mais les gens ne comprennent pas parce qu'il y a un quiproquo dès le départ, où on a fait croire aux gens qu'on peut tout régler. Oui, professeur, permettez qu'on revienne sur la crédibilité des élections. Je ne parle pas en termes d'opposition, comme vous avez dit tout à l'heure qu'une certaine société civile se serait transformée à une certaine classe politique. Mais la société civile gabonaise en ce moment, si vous voulez bien, remet en cause la crédibilité de cette élection. Nous allons en venir tout à l'heure, mais nous allons d'abord repartir du côté de la cabine technique. Je vous propose de regarder ceci. C'est bien, mon côté. Au terme de 10 jours de campagne, les citoyens gabonais étaient aux urnes ce jour pour accomplir leur devoir civique. Les principaux conseils n'ont pas dérogé à la règle. Au 5e arrondissement de la commune de Libreville, par exemple, notre équipe de reporters a pu assister à l'accomplissement de ce devoir civique par Blaise Jonas Adjaeno Tété, candidat au 2e siège de 7 arrondissement de Libreville, représentant les couleurs du Centre des libéraux des formateurs. Mais d'abord, un sentiment de confiance. Et surtout en ce moment, je vois dans quel calme les populations sont en train de voter. Un sentiment de satisfaction parce que j'ai fait une campagne propre, hein, une campagne crédible. Je suis sûr que s'il y a 10 électeurs, j'aurai 8 de ces électeurs. S'il y en a 100, j'aurai 80. Alors ceux qui ont mis beaucoup d'argent sur le terrain pour avoir moins que ça, c'est quand même malheureux. Mais nous savons qu'ils veulent se rattraper, n'est-ce pas, avec la fraude. D'où nous L'élection législative 2011 a bel et bien eu lieu le 17 décembre passé. Malgré un taux de participation relativement bas, place à présent aux résultats et aux enseignements. La société civile libre autour du mouvement citoyen, ça suffit comme ça, à savoir, je cite, pas de biométrie, pas de transparence, pas d'élection, n'a pas voulu rester muette. Au regard des résultats provisoires, celle-ci parle d'échec. Ce résultat confirme par ailleurs le manque de légitimité du pouvoir actuel et l'engagement du peuple gabonais à instaurer une démocratie et un état de droit au Gabon. Il consacre davantage la rupture entre ce régime autocratique et le peuple gabonais, déterminé à mettre fin à un système de corruption, de servitude et d'assujettissement responsable de la vie actuelle du pays. À partir d'aujourd'hui, force de la légitimité acquise à travers le boycott de cette élection, la société civile, à travers le mouvement, ça suffit comme ça, s'engage à renforcer la mobilisation citoyenne jusqu'à la satisfaction de toutes les revendications relatives aux réformes démocratiques au Gabon. Échec ou pas, dans un système pluraliste et démocratique, il y a nécessairement et obligatoirement un vainqueur. La société civile, libre, à travers le mouvement, ça suffit comme ça, félicite le peuple gabonais, salue son courage et son engagement à sortir notre pays de ce régime prédateur. En définitive, le peuple gabonais, souverain et maître de son destin, est le seul vainqueur de cette élection. Nous prenons à témoin la communauté internationale et les différentes représentations diplomatiques installées au Gabon
sur les conséquences de cette élection législative refusée par toute la population gabonaise. Quel que soit le vainqueur, c'est le Gabon qui gagne et consolide sa place au concert des nations. Aussi, la paix est le gage de tout développement. Pour cela, si contestataire il y en aura, que ces derniers usent des voies légales. Afin d'éviter tout débordement, que le perdant accepte sa défaite et le vainqueur exprime sa joie en toute responsabilité. Voilà, vous avez suivi tout à l'heure le point de vue de la société civile. Est-ce qu'on peut parler à ce niveau de la société civile ou bien d'un parti politique qui se serait créé au nom de la société civile? Si vous avez eu la charge de conduire la commission et que vous avez déclaré les élections valables, légitimes, et cette société civile dit que cette élection n'était pas valable. Écoutez, les propos qu'on a entendus sont des propos tout à fait discourtois pour le Gabon. Quand on est Gabonais et qu'on aime son pays, on ne dit pas ce genre de choses. Hein. C'est inacceptable de mon point de vue. Vous savez, le Gabon, chacun de nous le connaît. Hein. Moi, je suis professeur titulaire des universités. J'enseigne des centaines d'étudiants depuis bientôt 11 ans à l'université Omar Bongo. Le Gabon, je le connais parce que je fais de la recherche. Ce genre de choses est inacceptable. Et il faut aussi que le pouvoir arrive à taper sur ce genre de choses pour ne pas accepter cela. Parce que trop de liberté tue la liberté. Parce que regardez, on ne peut pas parler de corruption, de pouvoir. Non mais c'est inacceptable. Vous imaginez ça dans quel pays? Dans quel pays au monde quelqu'un peut se lever pour dire ce genre de choses? Moi j'ai connu Georges Paga, que je respecte bien. J'ai travaillé avec lui dans le cadre de l'association AGAS à l'époque, lutte contre le sida. Oui. C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est brillant. Bon, il est responsable de ce qu'il dit. Je préfère ne même pas commenter ce genre de choses parce que je trouve cela totalement inacceptable. Si vous voulez revenir sur la question de la société civile, c'est quoi une société civile? Lorsque des gens s'alignent derrière des acteurs politiques de la majorité ou de l'opposition. S'agit-il encore d'une société civile? Qu'entend-on par société civile au Gabon? Et puis, est-ce qu'une association, est-ce qu'une organisation, si futée qu'elle soit, parce qu'elle est constituée des gens les plus brillants du pays, détient-elle la vérité sur le Gabon? Chacun de nous a le droit d'avoir sa position. J'ai envie de dire que chacun de nous doit respecter les autres. La liberté des uns commence, ou s'arrête, pardon, là où commence celle des autres. Soyons sérieux. Ce genre de choses, et moi franchement, ça me choque. Vous comprenez? Et ça me bouleverse parce que ce pays, le Gabon, est constitué de gens comme ça, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas suivre. Hein. On ne peut pas parler de corruption généralisée, on ne peut pas parler de pouvoir illégitime, parce que ça n'est pas vrai. Nous avons eu une élection présidentielle qui a décidé, hein, le peuple souverain a décidé de mettre à la tête du Gabon Ali Bongo Ondimba en tant que président. Oui. Moi je pense, ça n'engage que moi ce que je veux dire, mais je pense que si l'élection a été à refaire aujourd'hui, il n'aurait pas 43%, mais beaucoup plus, parce que les gens ont bien compris. Les gens ont bien compris que la manipulation ethnopolitique de 2009 n'était pas une bonne chose pour notre pays. Seul le débat politique devait triompher. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas entendre... Vous voyez, on peut dire qu'on ne va pas à une élection, on peut dire qu'on boycotte, d'accord, mais il faut respecter les gens qui sont allés voter. Même s'il n'y a que 34% des Gabonais qui sont allés voter. Dans certains lieux, il y avait de la pluie, dans d'autres, le soleil, mais les gens sont allés voter. Là, le principe de la démocratie, c'est de respecter la posture et la position de l'autre. Tu as boycotté, l'autre est allé voter, eh ben, tu respectes le résultat de ce vote, oui, tout simplement. Est-ce que le taux d'abstention élevé influe sur la crédibilité de ces législatives de 2011? Je vous ai dit tout à l'heure que la loi au Gabon, la constitution et toutes les lois gabonaises n'imposent pas un seuil de recevabilité ou de crédibilité de l'élection. On ne dit pas que pour être valable ou crédible ou recevable, il faut tant de pourcents. Il y a des pays où ça existe, hein, où on vous dit, même une élection présidentielle, il faut tant pour qu'elle soit
valable. Et il faut même un taux de participation de à tel niveau pour qu'elle soit valable. Au Gabon, ça n'est pas le cas. Même si c'est deux personnes qui sont... Bien sûr, mais même s'il y a eu, même si dans un bureau, deux personnes sont allées voter, ben, tant mieux, l'élection est valable. Et pourtant, les autres s'appuient sur le taux d'abstention pour dire que ça a été un échec et que ça a été une véritable mascarade. Regardez, quand vous me parlez des autres, sincèrement, moi, ça me gêne. Parce que vous voulez m'amener à critiquer ceux de l'opposition, comme Monsieur Jean Ayegendon, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein. Vous voulez me parler de gens comme... bon, j'ai pas tous les noms, comme Monsieur Miboto, qui est vraiment quelqu'un que je trouve formidable. C'est leur position. Je pense qu'ils n'ont pas raison. En 1996, quel était le taux de participation? Eux, ils étaient candidats. Ils ont gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2001, moi j'ai les stats d'Nkembo, parce que je les ai eus au ministère de l'Intérieur. 13%. Alors, pourquoi à cette époque, le taux d'abstention élevé ne posait pas problème? Et si, cher ami, on explique les 66% d'abstention de cette élection par l'appel au boycott, qu'en a-t-il alors été des autres scrutins? Alors, comment on peut expliquer? Le problème majeur, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'acteurs politiques véritablement charismatiques qui drainent les foules. On les a connus, mais il n'y en a plus. Il faut renouveler les acteurs politiques dans notre pays. Ça aussi, c'est important. Je sais qu'en vous le disant, ça va me créer des problèmes. Mais bon, écoutez, tant pis, je veux dire. Okay, attendez, c'est important, s'il vous plaît. Les gens qui ont parlé de la rénovation, quelqu'un a parlé de rénovation, quelqu'un a parlé de refondation, quelqu'un a parlé de ceci, de cela. Le même ne peut pas parler d'émergence. Vous avez écouté le jeune Niama du 5e arrondissement candidat. Quand ce petit-là, candidat, parle, les jeunes de sa génération suivent. Aujourd'hui, la frange la plus importante de l'électorat, c'est des gens qui ont entre 18 et 25 ans. La plupart de ces gens-là, ils sont nés en 1990. Ils vont avoir 22 ans. Donc, il faut que le discours politique porte sur ces gens-là. Il faut que ces gens-là, c'est la génération rap, c'est la génération Canal Sat Horizon, c'est pas la génération RTG 1 et 2 comme chaîne unique à l'époque. Ça, c'est ce que nous avons connu dans les années 80. Oui. Donc, je suis en train de vous dire que il faut un renouvellement de l'échiquier politique, il faut un renouvellement des acteurs politiques, y compris à la tête des différents partis. Vous avez vu en Angleterre, qu'est-ce qui se passe en Angleterre? En Angleterre, on a vu, par exemple, des changements de Premier ministre dans un parti qui est pourtant au pouvoir. Oui. Mais simplement parce que l'opinion est plus favorable ou moins favorable, on change parce qu'on veut des acteurs qui drainent des foules. Il n'y a plus dans notre pays ce qu'ont été des gens comme Paul Mbabessol dans les années 90, oui. Des gens comme Pierre Mamboundou. Moi, j'étais étudiant. Je crois que même cette affaire, le 17 janvier, nous étions là, les témoins de l'histoire de notre pays. Donc, à partir du moment où, comme dans une église, si le pasteur n'est plus convaincant, s'il n'y a plus de fidèles, eh bien, l'église meurt. Oui. Ça va être le cas pour les partis politiques qui ne sauront pas renouveler leur discours et le coller aux exigences du moment. Nous sommes en 2012, pas en 1960, pas en 1980. Voilà, nous allons repartir du côté de la cabine technique justement à propos de foule, suivant ce qui s'est passé le jour même de l'élection de décembre, disons mieux, du 17 décembre 2011. Suivons. Manque d'affluence, faible engouement. C'est du moins le constat fait dans les différents centres de vote de Libreville que nous avons pu visiter jusqu'à la mi-journée. Ici, les centres de vote de l'école, faible engouement. C'est du moins le constat fait dans les différents centres de vote de Libreville que nous avons pu visiter jusqu'à la mi-journée. Ici, les centres de vote de l'école Martine Oulabou dans le 2e arrondissement de Libreville et celui de l'école publique de Lalala dans le 5e. Les électeurs arrivent comme ils peuvent. Nous sommes là de 7h à 18h. Normalement, les bureaux sont ouverts de 7h à 18h. Donc nous espérons que s'ils ne viennent pas maintenant, ils viendront peut-être à 15h, à 16h ou à 17h30. Et nous aurons peut-être tous ceux qui sont prévus sur la liste vont sans doute voter.
à l'école publique de Lalala, centre de vote pour le 2e siège du 5e arrondissement de Libreville. Blaise Jonas Adiaïno Tété, des 4 candidats en liste pour la conquête de ce siège, venu accomplir son devoir civique, a pu se rendre compte du peu d'intérêt accordé à cette élection par les populations inscrites sur la liste électorale. Imaginez un tel déferlement d'argent pour une petite campagne de 10 jours, et voilà toutes les cartes d'électeurs qui sont là, personne ne vient voter. Alors il faudrait vraiment nous donner une bonne morale, un bon sens pour éviter ce genre de comportement. On ne peut pas mettre des milliards pour faire de la campagne et ne pas pouvoir convaincre les électeurs. Si on a autant d'argent, il ne devrait même pas rester une seule carte dans les bureaux de vote. Idem pour la candidate à ce siège du Parti démocratique gabonais, Gisèle Akogé, qui du reste a fustigé l'appel au boycott lancé par une frange de l'opposition gabonaise. Appeler les autres à ne pas voter, je ne sais pas ce que cela cache, mais dans tous les cas, vous constatez qu'il y a des Gabonais et des Gabonaises qui viennent voter. Donc cela veut signifier également que leur message n'est pas totalement écouté. Le manque d'affluence quant au déplacement des électeurs vers les centres de vote ce 17 décembre à la mi-journée semblait confirmer la tendance observée durant les derniers scrutins organisés dans le pays. Nous allons presque vers la fin de cette émission. Dans quelques instants, nous allons dire au revoir. Mais professeur, permettez que je vous pose cette question. Nombreux sont ces Gabonais qui pensent qu'une fois que le boycott est là, l'élection n'est plus valable. Est-ce que c'est le boycott qui rend une élection crédible ou bien c'est le fait que 2 ou 3 personnes se soient présentées au bureau de vote, l'élection devient valable? Écoutez, permettez-moi d'abord de terminer avec la question de l'efficacité, de la performance. Oui. Moi, vous savez, je suis émergent. Dans mon travail, j'essaie de bien faire pour coller aux objectifs d'émergence tels que fixés par le chef de l'État. Chacun dans son domaine. Je veux dire, vous avez vu le scrutateur de tout à l'heure. Oui. Il ne sait même pas à quelle heure le bureau ouvre et à quelle heure le bureau ferme. Oui. Des cas comme ça, malheureusement, il y en a eu beaucoup. Oui. Et le système démocratique gabonais, le système électoral... Non, attendez, le système électoral gabonais et la démocratie gabonaise ne peut pas accepter ce genre de choses continuellement. Je crois qu'il y avait dans le cadre de cette élection, il y avait moyen de faire une élection absolument parfaite. Faire une élection parfaite, ça veut dire former ces gens-là. Ça veut dire les nommer suffisamment tôt. Ce sont les recommandations que la commission a adressées au ministre de l'Intérieur pour dire, attention, dans tous les bureaux, ces gens-là doivent être connus suffisamment tôt, doivent être formés suffisamment tôt et maîtriser la loi électorale, parce que ça c'est quand même terrible, c'est pas normal. Est-ce que c'est pas sur ça que les autres s'appuient pour dire que finalement eux-mêmes ils se retrouvent, ils se rendent compte que c'était vraiment un cafouillage total? Non, je vous dis, regardez, il n'y avait pas cafouillage. Il n'y avait pas cafouillage. Dans certains bureaux, mais moi je suis allé aussi, les observateurs sont allés dans des bureaux comme celui-là. Oui, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas affluence. Mais dans d'autres bureaux, dans d'autres localités, même à Libreville, je vous dis que j'ai été à Bikele. Vous savez, à un bureau de l'école, il y avait près de 200 personnes au moment où je suis arrivé. C'est pas des Gabonais, ça? Mais il faut respecter ces gens-là. Donc maintenant, pour revenir à votre question, j'ai envie de dire aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui que le système électoral gabonais ne limite pas un seuil ou ne pose pas un seuil de recevabilité de l'élection. Même si vous n'avez été que 2 à avoir voté, l'élection est recevable. Et là, c'est votre problème. Vous allez comprendre que vous avez donc eu tort, ceux qui ne sont pas allés voter évidemment, vous avez eu tort. Parce que la prochaine fois, il faut aller voter. Il ne faut pas accepter que les 34% là décident pour les 100% du Gabon. Donc, tant pis pour vous. Prochaine élection, inscrivez-vous, allez voter, parce que votre vote est le reflet de votre opinion. Et ce reflet est à son tour le miroir de la démocratie de notre pays. Chaque voix compte. Si vous n'allez pas exprimer votre voix, vous laissez les autres le faire à votre place. Ils peuvent le faire bien, ils peuvent le faire moins bien, mais vous assumez. Et là, vous allez assumer, que vous le veuillez ou pas, les députés qui ont été élus. Tous ceux qui vont être validés par la Cour sont nos députés et nous devons leur souhaiter bonne chance pour qu'ils fassent un bon boulot dans notre intérêt à tous. C'est aussi cela
la démocratie. Est-ce que ce n'est pas la démocratie qui se meurt, qui se tue à petit feu? Non, la démocratie ne se tue pas, parce que ne pas aller voter, c'est aussi s'exprimer. C'est ce que vous avez dit tout au long de cette émission. Oui. Bien entendu. Il faut simplement que les acteurs politiques, les partis politiques comprennent ce signal d'alerte, hein, et se remettent au boulot pour remobiliser leurs troupes, hein, et faire en sorte que pour les prochains scrutins, il y ait une véritable mobilisation des citoyens gabonais, des Gabonaises et des Gabonais. Moi, je ne doute pas, hein, mathématiquement parlant, il y a sûrement des gens qui ne sont pas allés voter parce qu'ils ont écouté l'appel au boycott. Ça, soyons sérieux, ça c'est sûr. Mais malheureusement, il y a d'autres qui sont allés voter. Comme je ne suis pas non plus sûr que tous ceux qui sont restés à la maison sont restés dans leur maison parce qu'ils ont écouté l'appel au boycott. Ça, je n'y crois pas non plus. Je n'ai pas non plus la prétention d'être Jésus-Christ et détenir la vérité. Mais moi, je pense, hein, parce que moi, j'ai des gens qui ne sont pas allés voter. Je connais des gens qui ne sont pas allés voter. Et lorsqu'on discute, pour moi, c'est la défiance vis-à-vis des acteurs politiques. Il y a un seuil de confiance qui est de plus en plus bas avec les députés notamment. Donc, les gens se disent, oh, voilà. Vous voyez bien? Par exemple, je vous prends un autre cas. Lorsque, dans une circonscription, je vais vous prendre Mimongo, parce que je connais bien, c'est chez moi, vous transportez des gens qui vont aller voter. Vous volez le scrutin aux locaux. Les villageois sont ceux qui vivent les difficultés. Ce sont eux qui vivent des problèmes d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Ce sont ces gens-là qui doivent s'exprimer. Or, vous transportez des gens depuis Libreville, et ces gens-là vont fausser le résultat du vote. Et je connais des villageois qui sont malheureux parce qu'ils se disent « mais c'est pas ce que nous avons décidé ». Donc, moi je pense qu'on peut encore arriver à corriger. Quand je dis « on », c'est pas moi, hein, c'est les décideurs peuvent encore arriver à améliorer notre système électoral. Vous voyez bien qu'il n'y a pas que la biométrie. La biométrie ne sera quand même pas une panacée. Hein. La biométrie ne sera pas la solution à tous les problèmes. Voilà un exemple de problème. En France, par exemple, il faut vivre au moins 6 mois, hein, dans une localité pour pouvoir voter. Alors qu'ici, vous avez des maires, des préfets qui vous font des faux papiers, qui laissent croire que vous vivez là. Donc, c'est pas normal. Celui qui vit à Libreville doit voter à Libreville, celui qui vit à Mbigou doit voter à Mbigou, celui qui vit à Bongoville doit voter à Bongoville. C'est aussi à cela qu'on doit aller pour arriver à avoir le reflet réel, hein, de l'opinion dans les différentes localités. Et pour moi, c'est vraiment même plus important que cette affaire de biométrie, que je ne comprends pas beaucoup, parce que franchement, pour moi, ça n'est pas un problème. Ok, nous voici arrivés à la fin de cette émission. 1 heure, c'est beaucoup, mais c'est vraiment pas beaucoup, surtout lorsque le débat il est profond comme celui que vous venez de tenir tout à l'heure, professeur. Nous sommes arrivés, je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une question à laquelle vous aurez bien voulu donner la réponse que je n'ai pas posée concernant le thème, vous avez tout le temps de répondre. Peut-être que vous avez quelque chose que vous voulez compléter en plus de ce que vous venez de dire. Non, simplement, je voudrais, moi je ne fais pas dans la démagogie, les gens qui me connaissent le savent, mais je voudrais vraiment remercier TVS. Hein. Je voudrais, si votre patron regarde, je voudrais lui dire bravo. C'est vrai que les conditions ne sont pas encore exceptionnelles, mais l'important c'est d'exister et cette chaîne monte en puissance. Hein, et vous faites un excellent travail. Je peux le témoigner au regard du travail que vous avez fait pour nous, pour la commission, mais je vois aussi ce que vous faites pour le ministère de l'Éducation nationale. Hein, c'est mon ministère de tutelle, donc je vois vraiment que vous faites un travail fabuleux. Donc je tenais, au nom de mes collègues membres de la commission, je vais me limiter aux vice-présidents, par exemple Serge Bertrand Abessolo, Sosten Gokila, Nzigou Benjamin, entre autres. Donc je voudrais vraiment vous dire merci. Je voudrais aussi, parce que vous me donnez là une sacrée opportunité, dire un grand merci au chef de l'État, au Premier ministre, à toutes les autorités qui ont fait que je sois là pour pouvoir diriger cette commission. Je vous assure, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Depuis 10 jours, je suis même menacé. Je roule dans une voiture à vide fumée parce que dans un cas, dans l'autre, les gens vous disent « mais c'est toi », ils ne comprennent pas toujours. Vous êtes un faux témoin. Ils disent de moi que je suis un faux témoin, et pourtant l'histoire retiendra que le témoignage que nous avons apporté était le seul
viable, était le seul valable. Si vous reconnaissez les États-Unis comme l'une des toutes puissances au monde, et si les Américains disent que ça s'est bien passé, je ne vois pas quel faux prophète de quelle fausse église va dire le contraire. Donc je tenais vraiment à remercier ces autorités-là. Je tiens à dire merci au ministre de l'Intérieur, Monsieur Ndongo, qui est quelqu'un de fantastique, au secrétaire général Mata, qui est vraiment un type extraordinaire, avec qui nous avons travaillé et auprès de qui nous avons appris beaucoup. Donc, je veux dire que pour moi, mon boulot, c'est enseigner. J'ai la chance, de par mes fonctions, de pouvoir encadrer la recherche scientifique, mais je veux vous dire que ce travail de la commission est une expérience exceptionnelle. Je souhaite que d'autres compatriotes vivent cette expérience qui est vraiment sans commune mesure. Donc je suis fier d'avoir pu un tout petit peu, mais vraiment essayer de contribuer moi aussi. Et chaque fois que je le dirai, vous savez que j'écris beaucoup, hein. Donc moi aussi, je parlerai, parce que les autres parlent pour dire que ça ne s'est pas bien passé, mais moi je vais toujours parler pour dire que ça s'est bien passé, parce que moi je suis témoin et j'ai vu que ça s'est bien passé en dépit des problèmes. Donc je remercie la CEAC, je remercie l'Union africaine, je remercie l'ambassade des États-Unis. Thank you very, very, very much. Je remercie les ONG gabonaises parce que on a vu une société civile gabonaise véritablement utile, compétente et disposée à travailler pour le pays. Gugon Sen, GERDES Gabon, Jeunesse sans frontières, le Haut Conseil des acteurs non étatiques, le CODEP et tous les autres. Voilà, pour moi, je vous ai dit que je ne détiens pas la vérité, mais cette société civile-là, je l'aime. Ok. Merci, professeur Daniel Frankidata, d'être passé à cette émission, ce plateau qui reste ouvert à tous ceux qui veulent communiquer. C'est le plateau Opinion de TVS. Merci surtout pour votre opinion sincère dans le cadre de cette émission. Mauvais le meilleur pour cette année 2012. Bonne année à vous aussi et merci de l'honneur que vous me faites. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, tout le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Retrouvons-nous à des prochaines occasions, mais cette émission sera rediffusée mardi à 21h. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur TVS. Que Dieu bénisse le Gabon. Au revoir.